Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous regardent en direct. Je souhaitais dire un immense merci à tous les intervenants qui sont soit sur le plateau, soit à distance. C'est une émission qui est en collaboration avec Catherine et Karine depuis quelques temps. C'est un long travail en amont et on est super fiers de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Donc voilà, merci encore à tous les intervenants à distance et sur le plateau. Nous avons souhaité faire ce plateau pour parler d'un sujet très présent dans notre société, c'est le harcèlement scolaire. Euh, le harcèlement est encore beaucoup trop présent dans beaucoup d'établissements en France. Et l'objectif de cette émission, c'est de créer une communauté bienveillante autour de ce sujet qui est compliqué. C'est à travers différents témoignages écrits et oraux que l'on a envie d'installer une communauté de soutien aux jeunes qui souffrent du harcèlement et créer vraiment une vraie communauté sur les réseaux sociaux pour que personne ne se sente seul. C'est pour ça qu'on a souhaité introduire Emma et François qui est à distance pour avoir des porte-paroles jeunes dans l'émission, jeunes comme vous qui nous regardez. Et je vais du coup laisser chacun d'entre eux se présenter brièvement et je vais commencer par Emma qui est une élève au lycée près de Lille et qui a 16 ans. Vas-y Emma. Bonjour, moi je m'appelle Emma, j'ai 16 ans, je suis en première générale et j'ai été harcelée pendant 7 ans. Suite à ça, il y a un peu plus d'un an, je me suis engagée en harcèlement pour éviter qu'il y ait d'autres victimes de harcèlement comme moi. Merci beaucoup Emma. Je vais passer la parole tout de suite à Karine. Bonjour, donc moi je m'appelle Karine Duchemin, je suis maman de 3 enfants et présidente de l'association Élève ta voix et également cofondatrice du collectif OE, qui est un ensemble d'experts qui luttent contre le harcèlement scolaire. Et du coup, l'objectif de notre association, c'est de faire de la sensibilisation, mais aussi de la formation auprès des professionnels. Donc voilà. Et pourquoi je suis sur ce plateau? Parce que je suis la maman de Thibaut Duchemin, qui a été victime de harcèlement scolaire de la 6e à la 5e et qui aujourd'hui ne peut plus être présent pour témoigner. Donc nous, on continue le combat. Merci beaucoup Karine. Je vais tout de suite passer la parole à François qui est à distance. Bonjour, moi je m'appelle François, j'étudie à Brest, je suis en troisième année de médecine et j'ai été harcelé tout mon collège et mon lycée sur ma sexualité. Et maintenant je m'en suis sortie, donc c'était important de venir témoigner pour montrer qu'on peut s'en sortir. Merci beaucoup François. Je vais donner la parole à Nicoletta pour qu'elle puisse se présenter en quelques mots. Oui, bonjour. Je suis Nicoleta Sacadiu. Je suis la présidente de l'association Parle, je t'écoute, une association qui a notre Savoie à côté de Genève. J'ai créé cette association parce que je suis la maman d'un enfant qui a vécu du harcèlement scolaire assez grave pendant 5 ans. Et donc voilà, je suis animée par le même souhait de lutter contre ce phénomène qui fait tant de victimes. Notre association elle a 3 axes d'action. Donc c'est l'accompagnement des victimes et des parents et des enfants qui harcèlent aussi. La formation aussi pour les professionnels, pour nos intervenants. Et c'est la sensibilisation dans les écoles. Merci beaucoup Nicoletta. Je vais tout de suite passer la parole à Catherine, donc la fondatrice de l'association Marcellement. Bonjour, donc je suis Catherine. Effectivement, j'ai cofondé l'association Marcellement avec Sandrine Fallet. Et nous avons initié il y a quelques mois maintenant la création de ce collectif dont parlait Karine tout à l'heure, afin de venir en aide aux jeunes victimes de harcèlement scolaire et de permettre aux auteurs de harcèlement de ne pas récidiver, de ne pas reproduire leurs actes destructeurs envers d'autres futures victimes. Voilà.
Merci beaucoup pour vos présentations. Donc enfin, nous aurons 3 témoignages oraux juste après les témoignages écrits de Céline, la maman de Yolande, Agathe, la sœur de Diane, et donc de Karine qui est en plateau avec nous pour nous raconter son histoire, donc la maman de Thibaut. Et elles nous parleront de leur histoire très bientôt. En attendant, on va interagir, on va rebondir sur des témoignages écrits. Donc on a reçu quelques témoignages et le but c'est de rebondir, de donner son avis et qu'on essaie de réfléchir ensemble à des solutions et voilà. Alors tout de suite le premier témoignage écrit. Alors tout a commencé en classe de 6e où j'étais avec un groupe d'amis, d'autres filles, moi étant extrêmement timide à ce moment-là et parlant très très peu. Elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle traînait un boulet, un fantôme, un petit chien derrière elle. Et moi, je restais quand même avec elle et je m'en prenais plein la tête tous les jours avec ces jeunes filles populaires. Et en même temps, le groupe de garçons populaires, surtout le chef du groupe, me traitait de tous les noms possibles et personne ne réagissait autour de moi. Alors, avant qu'on réagisse sur ce témoignage écrit, j'aimerais qu'on écoute Emma pour qu'elle nous décrive un peu son histoire de harcèlement pour qu'on se mette plus en condition avant de rebondir sur ce témoignage écrit. Est-ce que Emma, tu veux bien nous raconter un peu ton histoire ? Donc moi, ça a commencé en CE1. Au début, c'était surtout des moqueries, des insultes. Et quand je suis arrivée au collège, ça a commencé à être du racket. On me demandait de l'argent. Et on me disait que si je ramenais pas les 20 € le lendemain, on allait me frapper à la sortie du collège. Ça a été aussi des papiers dans mon casier sur ma table quand j'allais en cours. On me disait qu'il fallait que je me pende, que de toute façon on serait mieux sans moi. Et ça a duré jusqu'en 4e parce que c'est là que maman elle a découvert ce qui se passait. Parce que je lui disais que je tombais souvent, vu que je me faisais pousser, je me faisais frapper. Et un jour, en allant chez le médecin, j'ai dû retirer mon gilet et là, elle a vu mes bras avec les cicatrices. Et c'est là que j'ai réussi à lui dire un petit peu ce qui se passait. Suite à ça, j'ai été hospitalisée pendant 13 mois et j'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Après avoir été hospitalisée, j'ai petit à petit réussi à retourner au lycée. Donc d'abord dans un micro-lycée, où on est 10 par classe et il y a une classe de seconde, une classe de première et une classe de terminale. Et depuis cette année, je vais dans un lycée normal. Donc au début, c'était pas facile, mais petit à petit, ça va mieux. Félicitations d'être là, en tout cas pour en parler. C'est pas facile après tout ce que tu as vécu, déjà d'en parler, de réouvrir des cicatrices. Donc vraiment félicitations d'avoir le courage de parler et de t'exprimer. Et félicitations. Voilà. Et avant, donc, on a aussi François, donc, qui est dans le même cas qu'Emma, qui a subi du harcèlement scolaire. Et avant de rebondir encore sur ce témoignage écrit, j'aimerais vraiment que tu nous racontes ton histoire aussi, François, et après on passe au premier témoignage et on rebondit tous ensemble. Alors moi ça a démarré en 6e, donc j'ai été harcelée tout le collège et tout le lycée par... alors il y a eu plein de monde, c'était pas un groupe de personnes en particulier, mais donc c'était relatif à ma sexualité. Et donc c'était tous les jours des moqueries, des phrases bien précises où même mes amis des fois se joignaient à ces gens-là ou ne réagissaient pas face à eux, donc ça c'était très compliqué d'avoir des amis qui étaient en relation avec les gens qui vous harcèlent alors que voilà, on est jeune et qu'on cherche à se construire aussi socialement avec les gens. Et donc j'ai réussi après à m'évader un petit peu de tout ça, donc, parce que moi j'étais très soutenue par mes parents qui voilà, m'ont toujours écouté, m'ont toujours aidé. Et aussi plus tard en constituant un groupe de personnes vraiment saines et en m'entourant que de gens bien
et en esquivant les gens qui ont pu me rabaisser ou qui ont pu me faire douter de moi et voilà. Combat. Et je suis ravie que tu puisses témoigner avec nous sur ce plateau et que les gens prennent conscience des mots qu'ils peuvent avoir et que ça fait mal, ça blesse et ça reste. Donc merci beaucoup. Alors maintenant, on va rebondir tous ensemble sur le premier témoignage que j'ai lu. Donc c'est une fille qui est maltraitée, clairement, avec son groupe d'amis. On sait beaucoup que dans les collèges, il y a le groupe de populaires et il y a le groupe qui est un peu laissé de côté. Et souvent, on est un peu martyrisé par certaines personnes. Et donc, voilà, j'aimerais bien qu'on rebondisse sur ce premier témoignage. Est-ce que, Karine, je peux te laisser la parole pour commencer à commenter ce premier témoignage écrit? Et la question que j'aimerais peut-être te poser, c'est quel est le conseil que tu donnerais à cette fille qui est harcelée par ce groupe d'amis? Mais déjà, le premier pas, c'est déjà d'oser en parler. Parce que le problème, c'est que c'est un petit peu l'omerta. On a tendance à avoir honte de la situation. Et au fur et à mesure que le rouleau compresseur en fait, du harcèlement s'installe, la victime commence à s'identifier en fait, aux petites images qu'on va lui mettre. Donc là, boulet, fantôme, un petit chien. Et comme tout le monde le dit, au bout d'un moment, ça veut dire que c'est peut-être vrai et qu'on mérite un petit peu cette situation puisque personne n'intervient. Donc la première réaction, c'est d'en parler à ses parents et peut-être un adulte responsable, parce que j'ose espérer quand même que dans les établissements scolaires, on a des gens qui prennent soin de nos enfants. Et en tout cas, les parents vont pouvoir intervenir auprès des adultes de l'école si la parole de l'enfant n'est pas écoutée. D'accord. Merci beaucoup, Karine. Est-ce que dans les intervenants à distance, quelqu'un veut réagir à ce témoignage écrit? Peut-être, ma question serait, on aimerait dire quoi au harceleur? Pas au harcelé, mais au harceleur. Peut-être Agathe? Bonjour. Moi, pour avoir été blessée par le harcèlement scolaire, non seulement parce que j'ai perdu ma sœur, mais aussi parce que j'ai reçu énormément de témoignages de victimes et de personnes autour de moi qui m'ont dit à quel point le harcèlement scolaire les a blessés. Je pense que les harceleurs, il faut vraiment les informer, les éduquer, pour leur expliquer à quel point les mots ont une force et un pouvoir et peuvent détruire quelqu'un. Parce que, par exemple, dans le cas de ma petite sœur, elle s'est suicidée, mais les harceleurs qui restent, ils vivent toute leur vie avec le poids de ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, c'est des jeunes qui ont 25 ans et c'est très dur pour eux. Donc, il faut leur faire comprendre que c'est non seulement les personnes qui blessent, mais qu'eux-mêmes vont être blessés et que toutes les familles qui sont autour des personnes qu'ils harcèlent vont également souffrir. Oui, c'est vrai. Est-ce que Nicoletta, tu voudrais réagir sur ce témoignage? Je te laisse la parole, Nicoletta. Oui, merci. Donc, d'après mon expérience dans cette association où je suis aussi intervenante très active auprès des victimes, auprès des enfants qui harcèlent, donc du côté de la victime, moi j'explorerai beaucoup ses besoins parce que je me rends compte que en disant à une victime, ça dépend à quel niveau de souffrance elle est, en lui disant parle à tes parents, dis à tes parents. Il y a des moments dans leur souffrance où ils ne peuvent pas, pour différentes raisons. Soit ils protègent leurs parents, comme c'était notre cas. Maman, je te voyais, tu étais tellement en souffrance à cause de ma situation et tout, et j'osais plus te rajouter encore de la souffrance. Je vois aussi beaucoup chez d'autres enfants victimes la honte, parce qu'ils intègrent tellement l'idée que c'est eux les coupables, la peur, parce que je vois des enfants qui disent
Mon harceleur, il me dit, je te tue si tu dis. Donc, il y a plusieurs raisons. Donc, je travaillerai beaucoup sur leurs besoins. De quoi vous auriez besoin? Et si eux, ils disent, mais j'aurais besoin vraiment de dire à mes parents, mais je ne sais pas comment faire, ou je ne sais pas, c'est en fonction d'eux, et j'irai dans leur sens à eux. Par rapport à l'enfant harceleur, nous aussi on travaille et c'est la même chose. On essaie de comprendre pourquoi il fait ça. Qu'est-ce qui fait que lui, il est tellement agressif et qu'il enferme du mal. Et dans la plupart des enfants que moi j'accompagne, je peux dire que 99% sont que chez eux aussi on découvre de très très grosses souffrances. Et si on les prend en charge et si on prend soin d'eux aussi, justement, on peut arrêter pour qu'ils ne continuent plus à faire du mal aux autres, hein, pas seulement à cette victime qui se présente chez nous ou plus tard. D'accord. Merci beaucoup, Nicoletta. Et maintenant, les deux porte-paroles jeunes de notre émission, j'aimerais bien vous entendre rebondir, peut-être François pour commencer, sur ce témoignage. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est des situations que tu as déjà vécues? Est-ce que ça t'est familier? Voilà, j'aimerais bien avoir ton avis sur ce témoignage et je te laisse la parole. Alors moi déjà je rejoins à 100% ce qu'ont dit donc Nicoletta et Agathe. C'est surtout demander aux harceleurs de quoi eux souffrent pour avoir besoin de rabaisser les autres. Parce que c'est sûr qu'il y a une vraie souffrance aussi chez eux. Et après, oui, évidemment, réussir à en parler. Je pense qu'on peut trouver quelqu'un de confiance, soit dans l'établissement scolaire, soit un ami qui peut éventuellement faire un peu le porte-parole ou le messager de ce qu'on n'arrive pas à dire. Et puis évidemment à sa famille en parler aussi, puisqu'on peut trouver un vrai soutien de toute façon auprès d'eux. Et voilà, et puis surtout, voilà, ne pas se sentir coupable de ce qu'on est, ça c'est primordial. Parce qu'on n'est jamais en tort quand on est harcelé, on est toujours la victime des maux des autres. On n'est jamais ce dont on nous accuse, quoi. On n'est jamais coupable. Merci beaucoup François. Emma, est-ce que tu veux rebondir? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est pas forcément qu'elle reste avec ce groupe de filles, mais de ne pas rester toute seule aussi, parce que quand on est seule, ça donne encore plus la possibilité aux harceleurs de nous atteindre. Et là où je rejoins peut-être aussi Nicoletta, c'est des fois c'est pas forcément facile d'en parler aux parents, parce qu'on a honte, on a peur, mais essayer de trouver quelqu'un en qui on a confiance. Et ça peut être donc le dire à l'oral ou l'écrire aussi, des fois c'est plus facile de l'écrire. De l'écrire. Ça peut être un bon conseil. Karine, tu veux réagir? Oui, parce que du coup, pour avoir aussi des enfants qui ont peut-être un peu de mal de s'exprimer, le côté journal intime qui devient un cahier de correspondance entre les parents, parce que l'enfant a peur de voir la réaction de la maman ou du papa par rapport au témoignage qu'il va pouvoir apporter, par rapport du coup à l'expérience malheureuse qu'il a pu connaître dans l'établissement. Le fait de l'écrire, de le laisser sur la table de chevet et que la maman répond par écrit ou le papa répond par écrit, ça peut être aussi un mode de communication. Et du coup, c'est moins violent que le face-à-face et de voir la tête de la maman qui va se décomposer ou se mettre à pleurer en fonction. Et ce qui me fait réagir aussi, c'est pas forcément des filles populaires ou des garçons populaires qui harcèlent d'autres enfants. Moi, j'essaye dans mes interventions de casser ces stéréotypes parce que le harcèlement, ça peut toucher n'importe qui en fait. C'est pas que des enfants qui sont introvertis ou que des enfants qui ont une différence, soit par le sexe, soit par la sexualité, pardon, et le fait d'être une fille, d'avoir les cheveux courts, ou un garçon les cheveux longs. Il y a toujours une raison, on sera toujours le plus gros ou le plus maigre d'un autre, ou plus grand ou plus petit.
Il y a même un enfant qui s'est fait harceler parce qu'il a parlé à l'ex-petite amie d'un garçon et l'ex-petite amie oui, d'un garçon et ce garçon en fait l'a mal pris, qui parle à son ex-petite copine parce que c'était lui qui la gérait. Je mets des guillemets parce que c'est pas des propos qui m'appartiennent. Et donc du coup en fait le harcèlement peut débuter de n'importe quoi et pas forcément en fait chercher des raisons au harcèlement, ça me pose un problème parce que ça voudrait dire que ça le justifie. Bien sûr. Voilà. Bah, c'est très pertinent et très clair. Merci Karine. Alors si Catherine, est-ce que tu veux réagir à ce témoignage? Oui, ce que je pourrais rajouter, bien évidemment, je suis en accord avec tout ce qui vient d'être dit. Ce que j'aurais peut-être envie d'ajouter, c'est que on appuie souvent sur le fait que c'est aux victimes de parler, alors qu'on constate qu'elles n'y arrivent pas. Alors, j'aimerais qu'on change un petit peu nos conseils et qu'on demande aux adultes d'interroger les enfants. Si les enfants n'arrivent pas à parler, c'est parce que c'est le résultat du harcèlement. Le harcèlement fait en sorte que la victime ne puisse plus parler, justement, qu'elle ne puisse plus aller demander de l'aide. Mais si nous, les adultes, tout autour de ces enfants, alors qu'on sait que le harcèlement existe et existe partout, et potentiellement peut toucher n'importe quel enfant, eh bien, c'est de notre devoir d'adultes protecteurs de demander à nos enfants, à nos neveux, à nos petits cousins, à nos frères, à nos sœurs, de nous raconter dans quel état d'esprit ils sont pour aller à l'école ou pour aller au collège. Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils ont des amis? Comment se comportent leurs amis? Dans le cas de ce témoignage, par exemple, la jeune adolescente nous dit qu'elle reste, malgré les insultes ou les remarques qu'elle prend régulièrement, elle reste dans le groupe de ces filles parce que, Emma l'a dit, c'est très difficile de se retrouver seule. Surtout à un âge où on a besoin des autres pour continuer de construire son identité. Donc, mieux vaut être humilié, insulté, plutôt que d'être... Mais si on a un cousin, une cousine, un oncle, une tante, une âme qui nous dit comment se comportent tes amis, est-ce qu'ils sont gentils, est-ce qu'ils disent des choses qui te font souffrir, et bien on ouvre la parole, prête d'entendre à l'enfant de parler. C'est d'abord à l'adulte de le questionner. Point de vue. Bah, merci beaucoup Catherine. On va retenir ce conseil, donc de parler aux adultes, d'écrire et voilà, et de poser des questions. Voilà. Alors on va tout de suite passer au second témoignage écrit. Donc je vais le lire. J'ai été victime de harcèlement pendant plus de 10 ans, principalement des moqueries sur mon physique et mes origines. La toute première fois, c'était juste pour se moquer de moi car j'étais heureux que ce soit le jour de mon anniversaire. J'avais 7 ans, depuis ce jour, je n'arrive plus à sourire sans avoir peur. Ensuite, les moqueries sur mon physique ont commencé parce que j'avais les cheveux longs et que je ressemblais à une fille. T'es moche, ton coiffeur est mort, sale arabe, couscous, tagine, Ben Laden, et toutes ces dérivations possibles de mon prénom qui me rappellent mes origines. Un jour, j'ai décidé de me couper les cheveux et tout s'est arrêté pendant 1 an. Jusqu'à ce qu'on commence à se moquer de mon corps, car j'étais très maigre, sac d'os, si je te touche, je te casse en deux, tu vas t'envoler s'il y a du vent, on dirait un squelette. Cela durant 4 ans. Aujourd'hui, je fais 40 kilos de plus et ces mêmes personnes ont peur de moi. Mais à cause de tout ça, je suis persuadée que tout le monde me regarde dans la rue, se moque de moi, me juge. Je me sens observée 24 heures sur 24. J'ai du mal à sortir de chez moi, j'ai peur de tout, je n'ai pas d'amis. Alors moi, la dernière phrase, elle m'a crevé le cœur. C'est très dur d'entendre ça. Et du coup, j'aimerais bien savoir d'où peut venir l'intolérance aussi jeune. Chez des collégiens donc, qui sont très jeunes, d'où peut venir cette intolérance à la différence, comme disait François, à la sexualité, la religion. Voilà, j'aimerais bien entendre vos avis sur ce témoignage et je peux donner la parole à peut-être Emma sur ce témoignage et après on va continuer avec François, donc, parce que je rappelle que Emma et François sont les porte-parole jeunes de l'émission. Donc, ils sont à vos places.
Et c'est eux qui pourront le mieux transmettre, je pense, les conseils à vous qui nous regardez. Et j'insiste pour que vous posiez vos questions tout le long de l'émission, puisqu'on reprendra vos questions à la session questions-réponses à la fin de l'émission. Je te laisse la parole, Emma. Donc, souvent, ça vient. Au début, c'est une personne qui commence. Et petit à petit, il y a de plus en plus de gens qui vont la suivre pour différentes raisons. Parce que déjà, c'est plus simple de suivre que de se rebeller. Et parce qu'ils se disent aussi certainement que s'ils sont avec les harceleurs, ils ont moins de chances de se faire harceler eux derrière. Donc ça vient peut-être de là. Après, je sais, j'ai pas la réponse exacte, mais c'est malheureusement avoir du mal à sortir, avoir peur, c'est une conséquence quand on n'est pas soigné après derrière, parce que ça reste un traumatisme et on a tout le temps l'impression d'être observé parce que c'est ce qui s'est passé pendant des années. Pendant des années, dès qu'on faisait le moindre geste, la moindre parole, ça se retournait contre nous. C'est pour ça. François, j'aimerais bien entendre ton avis sur ce témoignage. Oui, alors moi ce qui me marque beaucoup là, dans ce témoignage, c'est la perte de confiance en soi à laquelle a conduit le harcèlement. Donc voilà, on voit bien là le poids de ce que c'est de se faire critiquer chaque jour et puis pendant plusieurs années. Pour regagner confiance en soi, il y a plein de solutions. Elles ne sont pas évidentes, mais il y a plein de personnes vers qui se diriger. Donc, moi, je sais que je me suis orientée vers des micro-kinés. Donc, c'est des personnes qui manipulent le corps pour trouver des traumatismes et puis on peut échanger là-dessus. Et ça m'a beaucoup aidé. Aussi être suivi par des psychologues, comme disait Emma, donc vraiment d'entamer un parcours de soins pour essayer de se libérer un peu de ces traumatismes. Et puis, voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire. Agathe, je te laisse la parole. Oui, moi je voudrais rebondir parce que je tiens un compte Instagram qui s'appelle Agathe en parle, avec lequel j'échange donc avec beaucoup de jeunes qui vivent un harcèlement scolaire. Je reçois des témoignages 2 ou 3 par jour de jeunes qui vivent un harcèlement scolaire. Et j'ai été surprise et triste de voir dès le départ que ce ne sont pas simplement des jeunes qui sont au collège, au lycée, qui sont étudiants, qui souffrent du harcèlement scolaire, mais aussi énormément de jeunes adultes qui vivent exactement ce que dit François, c'est-à-dire qui souffrent du traumatisme après coup du harcèlement scolaire et qui sont dans des parcours de soins, donc qui voient des psychologues, mais qui en même temps se sentent vraiment très démunis par le fait que le harcèlement scolaire se soit arrêté et que pourtant ils se sentent encore aussi mal. Il y a une grande culpabilité des jeunes qui se disent je devrais aller bien, je devrais faire mes études, je devrais trouver un emploi, c'est ce que finalement tout le monde attend de moi et je n'y arrive pas parce que finalement je suis cassée de l'intérieur, parce que j'ai des troubles psychologiques qui sont finalement assez sérieux, parce que le harcèlement scolaire qui dure longtemps, comme dans ce témoignage écrit, c'est un harcèlement scolaire qui laisse des marques. Et j'ai vraiment l'impression que les jeunes ne sont pas forcément assez accompagnés sur cette période-là et aussi qu'ils ne se sentent pas forcément légitimes à aller demander de l'aide. D'accord, merci Agathe. Je vois que Catherine a envie de rebondir. Oui, j'ai envie de rebondir parce que je suis moi-même thérapeute, spécialiste du traumatisme. Et c'est vrai qu'on pense à tort que le harcèlement, c'est des gamineries, des chamailleries, parfois ça va jusqu'à des coups et qu'effectivement ça peut être grave. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que le harcèlement a pour but d'isoler. Et l'isolement, c'est la pire des souffrances que l'on puisse affliger à quelqu'un, parce que ça renvoie à notre nous profond du temps de la préhistoire, où si nous étions isolés, nous risquions la mort. Donc il est engrammé en nous quelque chose qui nous dit, si je ne suis pas intégrée dans le groupe, si je suis rejetée par le groupe, je vais mourir. Alors bien sûr, on se dit ça inconsciemment, on ne se le dit pas consciemment, ça n'est pas écrit dans les livres autour de nous, mais c'est ce que notre corps ressent et notre esprit ressent. Et quand on ressent une telle chose, eh bien ça crée ou ça réveille un traumatisme en nous, ou plusieurs traumatismes. Et si ces traumatismes ne sont pas accompagnés, soignés, élaborés,
traverser. Ça signifie que si on ne fait pas un réel travail pour se séparer de ces traumatismes, ils vont nous entacher toute la vie. Mais ça n'est pas une fatalité. Emma pourra peut-être en parler tout à l'heure. Elle est passée par là. C'est un travail qui n'est pas forcément très long si on le prend très tôt, mais plus on attend, plus effectivement il va falloir revenir pendant longtemps sur ce qu'on a malheureusement subi pendant les situations de harcèlement. Donc oui, le mot d'ordre, et c'est ce qu'on essaie de faire passer au niveau des pouvoirs publics, c'est que tout auteur et toute victime de harcèlement doit passer par un suivi psychologique après, pour au moins s'assurer qu'il n'y a plus de traces de ce traumatisme, ni pour l'un, ni pour l'autre. Merci beaucoup, Catherine. C'est super pertinent. Ça m'a donné des frissons. Nicoletta, je vois que tu as envie de réagir. Oui, bon, déjà, ce que Catherine elle dit, c'est tout à fait ça. On plaide beaucoup pour ça. Si on ne prend pas en compte les enfants qui harcèlent et les victimes et les soigner, ces traumatismes restent très longtemps. Mais moi, je voudrais rebondir sur votre question par rapport au fait que qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup d'intolérance à la différence. Oui. Parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de critères. Avant, on pouvait dire il y avait plutôt les enfants qui portaient des lunettes, les intellos qui étaient harcelés. Aujourd'hui, tout, qu'on soit petit, qu'on soit grand, on a bien vu dans notre témoignage, il a coupé ses cheveux et ils ont trouvé d'autres choses. C'est une question très difficile. Qu'est-ce qui fait qu'on ne supporte plus la différence? Moi, je pense que c'est une question très large. C'est une problématique sociétale plutôt. Je n'ai pas de réponse toute faite, mais j'ai des hypothèses. J'ai l'impression que justement cette sensibilisation des jeunes manque énormément. Justement, ce matin, j'ai fait une intervention sur la différence est une richesse. Et j'ai vu les réactions des jeunes à toute notre sensibilisation, mais pas intellectuelle, parce qu'on n'essaie pas de toucher l'intellect, mais plutôt le cœur et au niveau émotionnel. Et je me rends compte que peut-être une hypothèse peut être que nos enfants d'aujourd'hui, et je ne vais pas juger, ce qui manque beaucoup, c'est l'empathie. Parce que l'empathie, c'est quelque chose qu'on peut développer en contact avec les autres, en jouant avec les autres, en sortant avec les autres. Or, aujourd'hui, ils passent beaucoup de temps très seuls avec les appareils qui n'ont pas de cœur. Et cette empathie, elle ne peut pas vraiment être développée devant un ordinateur. Parce que quand on a l'empathie ou la compassion, on se met à la place de l'autre et quand on se moque de lui, on lui fait du mal, on se dit « Oh là là, mais si je suis à sa place, comment est-ce que je me sentirais ?» Voilà, donc pour moi, c'est un travail à faire sur l'empathie, sur la bienveillance et aussi sur la sensibilisation, faire beaucoup de sensibilisation par rapport à la différence, à l'acceptation de la différence parce qu'en fait, tous, on est différents. On est unique. Donc, il n'y a personne qui me ressemble à moi. Mon ADN, il est unique, donc je suis unique. Donc, être différent, c'est quelque chose de naturel, de normal à l'être humain. D'accord, merci beaucoup Nicoletta. Je crois qu'on va finir par Agathe et on va finir par toi Emma, mais je te laisse la parole Agathe. Oui, je voulais rebondir sur ce qui a été dit parce que moi, je vis au Danemark et au Danemark, tous les enfants à partir de 3 ans ont des cours d'empathie. Donc, c'est exactement ce qui a été dit avant. C'est que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'un pays comme ça qui met en place des cours d'empathie tous les ans à partir d'un âge très jeune, a moins de harcèlement scolaire et également lorsqu'il y a un cas de harcèlement scolaire, le groupe, donc c'est les personnes autour, intervient. Et ça, c'est intéressant parce que Catherine disait tout à l'heure, un enfant qui est harcelé a du mal à parler. On lui demande de parler, mais des fois, il n'a pas les moyens et il y a des mécanismes qui se mettent en place. Et donc, c'est intéressant de voir que quand le groupe est formé, pas seulement les adultes, mais aussi les enfants qui sont autour dans la classe, à réagir et à intervenir, à dire non, ce qui se passe, c'est pas normal, ça fonctionne mieux. Donc, ça veut dire que ce qui a été proposé, ça fonctionne. On peut arrêter le harcèlement scolaire, au moins le limiter, si on est éduqué à l'empathie. D'accord. Et Emma, tu voulais dire quelque chose ? Moi, je voulais rebondir un petit peu sur ce que disait Catherine, comme quoi
tant que le harcèlement il n'est pas soigné, ça passe pas. Pour mettre un peu une image dessus, parce que des fois c'est compliqué de se rendre compte vu que c'est pas visible physiquement. C'est un petit peu en fait comme quand on se casse un os. Si on le soigne, après on va pouvoir remarcher dessus et on va reprendre notre vie normalement. Mais tant que la fracture elle est pas soignée, bah on est bloqué, on peut pas avancer. Et c'est un petit peu ça ce qui se passe quand on est harcelé, c'est que tant qu'on n'est pas soigné, on peut pas avancer. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir réagi sur ce témoignage. C'était super intéressant. Je vous propose maintenant de passer à un troisième témoignage écrit. Donc, on va le lire tout de suite. Donc, le troisième témoignage écrit, c'est donc Anna qui nous l'a écrit. Donc, j'ai été victime passivement de harcèlement scolaire. Régulièrement, mes parents se rendaient à l'école pour dénoncer ce que je vivais. Même si je ne leur révélais pas tout ce que je subissais, j'avais honte des humiliations que les autres élèves me faisaient subir et surtout, j'avais complètement perdu confiance en moi. Cela me conduisait à penser que c'était ma faute si je vivais cela et pas celle de mes agresseurs. Je ne me suis jamais sentie en sécurité à l'école. C'est dans ce contexte de non-respect des enfants porteurs d'un handicap que petit à petit, et avec la complaisance de l'institution éducative, je suis devenue le bouc émissaire, la tête de turc des élèves violents. Un exemple précis de ce que je devais subir en cours et en silence. L'élève qui était placé derrière ma chaise m'enfonçait la pointe de son compas ou de son cutter dans le dos. J'avais le dos ensanglanté. Je lavais mes affaires discrètement de retour à la maison afin de dissimuler cela à ma maman. Jusqu'au jour où ma petite sœur, qui était dans la même classe que moi à l'époque, a tout raconté à mes parents. Même mes vêtements tachés de sang n'ont pas su convaincre le directeur de l'école à bouger pour stopper cette violence. Alors moi, là, j'ai une question. C'est pourquoi les écoles ferment les yeux ou alors n'agissent pas fermement avec les harceleurs, donc type expulsion, quand il y a des faits comme ça rapportés. Je peux laisser la parole peut-être à Karine. Il faut déjà que les établissements scolaires reconnaissent qu'il y a du harcèlement. Parce que la plupart du temps, c'est des jeux entre enfants. Quand on dit que notre enfant va pas bien, c'est parce que ils sont dans la période de l'adolescence et les enfants, le corps change, donc c'est pour ça qu'ils sont pas bien. Il y a toujours une porte de sortie en fait pour pas dire que c'est du harcèlement. D'accord. La plupart des gens qui osent parler, on essaye de leur faire comprendre que potentiellement, s'ils ont des problèmes avec plusieurs personnes, c'est que c'est peut-être eux le problème. Et on a beaucoup d'exemples où c'est pas possible. Les enfants, entre eux, ils peuvent pas être aussi méchants. Alors qu'on transposerait les mêmes faits dans une entreprise, on se poserait pas la question. Quand il s'agit d'enfants à l'école, c'est pas possible, c'est pas du harcèlement, c'est des jeux, sauf qu'à la fin d'un jeu, normalement, on n'est pas censé mourir. Et je crois qu'Emma, tu avais quelque chose à dire sur justement les écoles qui ferment les yeux plus pour leur réputation. Oui, il y a aussi quand ils reconnaissent des cas de harcèlement, ça joue au niveau des chiffres et ça peut aussi jouer sur le fait qu'ils reconnaissent ou non le harcèlement. Et là où je rejoins Karine, c'est qu'il y a toujours une excuse, c'est toujours de notre faute. C'est aussi, ils remettent aussi beaucoup la faute sur les parents parce que c'est de la faute des parents, parce qu'il n'y a pas si... Voilà. Moi, on m'a dit que j'étais trop anxieuse. Micro. Pardon. Moi, on m'a dit par exemple que j'étais trop anxieuse et que du coup, mon enfant, s'il était anxieux de venir à l'école, c'était de ma faute parce que je projetais mon anxiété sur lui. Oui, d'accord. Donc, on rejette devient la faute. Voilà. Ou alors, c'est parce qu'on a un problème intrafamilial. Moi, je suis des enfants, c'est parce que l'enfant est pas bien parce que c'est des parents divorcés. Il y a toujours une porte de sortir pour dire non, si l'enfant va pas bien, c'est pas à cause de l'école. Il y a un problème autre, extérieur. En fait, on balance la responsabilité. On dilue la responsabilité, voilà. comme dans la procédure de harcèlement à l'école. J'ai juste rigolé. J'ai juste liké. J'ai juste dit une seule fois qu'il était con. Ouais.
Est-ce que François, tu voudrais réagir sur ce témoignage? Moi j'avais en tête ce qu'a dit Emma concernant un peu l'omerta pour pas faire de vagues, pour pas avoir mauvaise réputation. C'est terrible de toujours devoir attendre un drame pour reconnaître que le harcèlement existe dans cet établissement. Euh, alors après, là, c'est vrai que j'ai pas tellement de solutions à apporter quand l'école ne réagit pas, même face aux parents qui, voilà, donc on leur dit, comme Karine a dit, c'est vous qui êtes trop anxieux ou vous vous inquiétez pour rien, c'est des jeux d'enfants, voilà, mais euh, il y a des institutions après plus hautes qui existent, le rectorat et même on peut aller jusqu'à déposer des plaintes quoi, pour essayer de faire bouger les choses. D'accord. Et Karine, Emma? Je veux juste rappeler que depuis la nouvelle loi là, de 2022, les établissements scolaires, quand on leur signale un fait de harcèlement, sont obligés de mettre en place un protocole au sein de l'établissement scolaire. Donc ça, chaque parent, si ils sentent que leur enfant est victime de harcèlement et qui ont commencé à parler avec l'établissement scolaire par écrit, s'il vous plaît, pas par téléphone parce que les mots s'envolent, il faut leur demander de mettre en place ce protocole. D'accord. Ils sont dans l'obligation de faire. C'est bon à savoir. Oui. Emma? Moi, je voulais réagir par rapport à ce que disait François, comme quoi il y avait des institutions plus hautes porter plainte ou le rectorat. Malheureusement, alors ça a peut-être changé un petit peu depuis la loi justement de 2022, mais avant, il n'y a pas forcément de suite et même aujourd'hui, il y a toujours une solution pour... Il n'y a pas de preuve, par exemple, parce qu'on n'a pas fait de photo, il n'y a pas eu de screen. Et puis, il suffit que les élèves qu'on dénonce disent « non, c'était juste pour rigoler ». Et dans ce cas-là, c'est pas retenu comme du harcèlement scolaire. Et au niveau des rectorats, ils minimisent aussi les choses. Des fois, ils refusent de nous écouter. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. On a refusé de me recevoir. Et ils masquent aussi au niveau du rectorat. Et ça peut même aller loin. Moi, ils ont appelé le lycée dans lequel je devais aller, mon lycée de secteur, en leur disant de ne pas me prendre parce que j'allais leur faire des ennuis, vu que je voulais justice pour ce qui m'était arrivé. Ah oui. C'est pas forcément mieux non plus. Plus haut, même plus haut, c'est compliqué. Ouais, l'accompagnement, il est pas encore c'est pas encore bien encadré, le harcèlement scolaire. C'est pas encore bien pris en charge. Le problème, c'est qu'ils pensent à la réputation de l'établissement scolaire. Mais très sincèrement, moi, en tant que maman, je me sens rassurée. Même dans un couple, il y a des conflits. Donc, dans un groupe de 30 élèves, 300 élèves, il y a forcément des conflits. Je préfère se fermer les yeux en disant dans mon établissement scolaire, il y a zéro violence. Moi, ça m'inquiète, en fait. Ça veut dire qu'ils ferment les yeux. Je préfère un établissement qui me dise dans mon établissement, il y a de la violence, mais on a mis des outils en place pour gérer les interactions négatives entre les élèves pour éviter que le harcèlement s'installe. Là, je me dis, ils gèrent. Ils ont conscience et ils gèrent. Et là, j'ai confiance de mettre mon enfant 8 heures par jour, voire 10 heures par jour dans un établissement scolaire. Et j'ai une question pour les personnes à distance. Là, le harcèlement, avec ce témoignage, il est violent, il est là, il est constaté, il y a des vêtements avec du sang. Ma question, c'est est-ce que, quand on est harceleur, on se rend compte qu'on l'est? Est-ce que, François, tu pourrais répondre à cette question? Est-ce que tu penses qu'on se rend compte quand on est harceleur par rapport aux harceleurs à qui tu as fait face? Est-ce que tu penses qu'ils se rendaient compte qui t'harcelait ou c'était masqué par un jeu, comme on a dit tout à l'heure? Je pense que non, il n'y a pas la prise de conscience au début. C'est plus quand on va se mettre à vraiment parler, qu'il y aura de la discussion, que là ils vont se rendre compte. Et puis comme a dit Emma tout à l'heure, ça part souvent d'une personne et après tout le monde suit. Alors chacun personnellement n'a pas l'impression de faire beaucoup, mais c'est l'effet de masse sur la personne qui est victime de harcèlement qui pèse quoi. Enfin moi c'était surtout ça dans mon cas. D'accord. Agathe, tu voulais réagir?
Oui, je voulais dire qu'effectivement, il y a l'effet de masse et qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a aussi le cyberharcèlement qui fait que des fois, il y a l'élève victime de harcèlement scolaire à l'école se retrouve ensuite isolé chez lui avec des fois 20 000, 50 000 personnes qui se moquent d'une photo qui a été postée. Donc en fait, comme dit François, chaque personne qui crie, qui like ou qui met un commentaire ou je ne sais quoi n'a pas forcément conscience de l'effet de masse, mais pour les élèves, et j'en parle régulièrement avec des personnes qui revivent du harcèlement, c'est incroyablement violent, au point qu'ils finissent par se déconnecter de tous les réseaux sociaux et vivre dans la peur. Et comme on l'a dit, se retrouver isolé, ne plus pouvoir communiquer avec ses amis parce qu'on a peur de se connecter aux réseaux sociaux, ça veut dire aussi se sentir très seul et pas avoir de support. Hmm. Est-ce que Catherine ou Nicoletta, vous voulez réagir à ce témoignage? Je vais donner Oui. la parole à Catherine. Ok, merci Lucie. Euh, à la question, est-ce que le harceleur se rend compte? C'est très difficile de répondre à cette question parce que eux seuls pourraient y répondre. En revanche, on pourrait se demander pourquoi le harceleur, enfin le ou les harceleurs, s'amusent, puisque c'est souvent l'expression qu'ils reprennent, s'amusent à faire mal à l'autre. Je pense que si on occulte la souffrance de la victime dans ce pays, on occulte aussi la souffrance du harceleur. Un enfant qui va bien, un adolescent qui va bien, il n'a pas besoin de faire mal à l'autre pour se sentir soulagé. En revanche, l'enfant qui est bourré de colère, qu'il n'a jamais pu exprimer parce que c'est difficile dans sa famille ou parce qu'il a vécu des événements traumatisants dans ses premières années de vie, eh bien, il a de la colère renfermée, souvent associée à beaucoup de peur, de beaucoup d'angoisse. C'est très souffrant pour lui. Et provoquer l'autre pour le faire souffrir, eh bien, c'est soulageant. Et c'est sa façon à lui de chercher à aller mieux. Et à partir du moment où on pourra comprendre ça dans un établissement scolaire, eh bien, quand on sera témoin d'un acte de violence, je parle même pas de harcèlement, mais d'un acte violent, une insulte, un croche-pied, une bousculade, eh bien là, on pourra, j'espère, accompagner et celui qui a souffert de la bousculade et celui qui l'a provoqué, on pourra les accompagner à traduire leurs émotions souffrantes, expliquer pourquoi ils n'ont pas pu se comporter autrement, et dans ces conditions-là, on pourra éveiller de l'empathie. Agathe le disait tout à l'heure, on peut donner des cours d'empathie. Oui, moi je pourrais même dire mieux, on pourrait témoigner de l'empathie aux enfants, et si on témoignait de l'empathie aux enfants, on leur apprendrait à en témoigner eux-mêmes, on n'aurait pas besoin de donner des cours. Témoignons de l'empathie à tous ces enfants qui souffrent, et ils seront moins violents. Merci beaucoup Catherine. Je crois que Nicoletta, tu voulais aussi rebondir sur ce témoignage. Ben oui. Il n'y a pas de réponse toute faite aussi à cette question par rapport au harceleur. Est-ce qu'il se rend compte? Voilà. Comme Catherine le dit, on ne peut pas le savoir. Mais à travers notre travail dans l'association et en accompagnant des enfants, des jeunes qui harcèlent, on s'est rendu compte que ça dépend de chacun, de sa problématique. Donc il y a ceux qui sont en souffrance, comme Catherine le dit, voilà, la colère, je la mets sur celui qui est à côté de moi pour me soulager. Il y a aussi des enfants harceleurs qui prennent ça comme un jeu. Moi-même, j'ai accompagné quelques-uns. Après une sensibilisation à fond avec eux, la première chose que j'ai faite, c'était la sensibilisation, c'est quoi le harcèlement, quelles sont les conséquences et tout. Et tous les trois, ils se sont mis à pleurer en disant « mais moi, je voyais ça comme un jeu. Je ne me rendais pas compte que c'est si grave que ça. » En donnant des petits noms à cette fille, en l'appelant, je ne sais pas, Pipelette ou je ne sais pas comment, je pensais que voilà, c'est un jeu. Et il y a aussi, on ne doit pas oublier, des enfants qui ont des pathologies psy, hein. Comme dans notre cas, ce petit, il était pervers, mais pathologiquement parlant, hein. Donc il nous met... Bon, c'est une très longue histoire. Pour vous donner l'exemple, on lui mettait des coups partout et après il le caressait en lui disant « Est-ce que tu as mal ?»« Non. »
c'est pas vrai, tu n'as pas mal, n'est-ce pas, hein? Donc voilà, nous on savait que cet enfant, il était malade. Et dans ce contexte-là, vraiment des soins à fond, hein. Pas juste les adultes de l'école qui discutent un peu avec lui et que ça s'arrête. Et par rapport aux écoles, bah je ne sais pas les autres associations, comment vous êtes, mais nous, on se confronte beaucoup avec cette difficulté. On observe aussi chez ces enseignants beaucoup de souffrance aussi, parce qu'ils sont démunis d'informations, ils voudraient bien faire, mais ils ne font pas très bien. Déjà, s'ils comprennent que la victime, à un moment donné, elle est dans un niveau de souffrance, qu'elle va exprimer ça par un comportement qui n'est pas tout à fait adéquat. La victime, elle peut devenir aussi agressive, elle peut être insolente parce qu'elle n'en peut plus. C'est la seule manière de dire aidez-moi, je souffre. Et là, dans toutes les situations que nous on accompagne, on a vu que l'établissement scolaire retourne les choses, il les met sur la victime. Et ils disent aux parents, mais vous voyez madame, votre enfant aussi, il est agressif, il est insolent. Et c'est comme ça que les parents n'osent plus aller plus loin. Donc, il y a un très gros travail et ça j'ai beaucoup aimé quand le ministre il a reconnu que c'est un échec. Et c'est vrai, c'est un échec. Je ne sais pas si c'est seulement l'éducation nationale, mais d'une société entière, je pense. C'est très pertinent. Merci beaucoup, Nicoletta. Et je vous rejoins. Je pense que l'éducation nationale a beaucoup à jouer encore sur plein de sujets, et notamment celui-là. J'aimerais bien qu'on passe au 4e témoignage écrit, donc qui est un témoignage anonyme, hein, évidemment. Tout se passait bien dans ma vie, j'avais des amis, une famille avec qui je m'entendais plutôt bien, je faisais du sport, j'avais une bonne classe, j'étais même déléguée. J'avais un garçon qui s'appelait Hugo, nom d'emprunt, dans ma classe. Il m'aimait plutôt bien, tout s'est bien passé avec lui, alors je lui ai donné mon numéro de portable pour qu'il puisse me joindre s'il y avait un souci dans ses devoirs. Je n'aurais jamais dû. Un jour, Hugo a souhaité sortir avec moi, je lui disais non, je suis désolée, je t'apprécie juste comme un camarade. Il me dit, avec moi tu auras une vie de rêve, je peux déjà t'offrir un polo Ralph Lauren si tu me dis oui. Il y avait des jours où il pouvait être sympa et d'autres jours où il essayait de me toucher les seins, mes fesses. Il y avait des soirs où il m'appelait plusieurs fois par nuit pour me traiter de tous les noms. Il m'envoyait des SMS toujours plus rabaissants les uns que les autres. Heureusement, j'avais mon sport, donc j'imagine pour se défouler. La veille du bac, on révisait le français avec notre prof. Je me retourne pour dire à mon copain de parler moins fort. Hugo se lève. Et il était juste derrière moi, il m'insulte pendant au moins quelques minutes non-stop. Je pleure, je me laisse insulter. Je me rends pas compte au début, mais la prof a arrêté son cours. Elle ne dit plus rien, elle ne fait rien. 2 copines me portent à bout de bras jusqu'à l'infirmerie. Je suis affaiblie, je dors mal en ce moment. Ils l'appellent toutes les nuits. Je suis prise en charge par l'infirmerie, puis le CPE. Mais personne ne va rien faire pour arrêter cela, car c'est mon dernier jour dans l'établissement. Voilà. Est-ce que, Karine, tu veux bien rebondir sur ce témoignage ? Le rôle de l'adulte. Moi, mais après, c'est lié à mon histoire, c'est que quand il y a du harcèlement en classe et qu'il y a ce genre de propos en classe, là, il y a clairement un manque de positionnement de l'adulte. C'est à lui de réguler ça à l'intérieur de l'établissement. Pardon. Emma, tu peux peut-être rebondir ? Enfin, effectivement, il y a un gros problème au niveau des adultes. À partir du moment où ils sont tenus normalement d'intervenir. Parce que à ce niveau-là, c'est, je veux dire, un peu non-assistance à personne en danger quand même. Exactement. Et malheureusement, c'est comme ça partout. Et souvent. Pas partout, mais dans beaucoup d'établissements. Et souvent, oui. Est-ce que cette inaction, c'est pas parce qu'on a tendance à penser que la victime
elle fait un peu de la comédie. On nous dit souvent ça quand on est enfant. C'est un peu... Elle fait pas de la comédie, elle se fait insulter là donc elle est et donc le prof il est en sidération. Il se dit je suis bien en train de voir ce que je suis en train de voir. Et là clairement enfin faut les former en fait à ce genre de situation pour que ça devienne instinctif. Si déjà dans leur tempérament c'est pas instinctif, mais là clairement il est censé mettre en sécurité ses élèves. Et là heureusement qu'il y a ses camarades de classe, du coup, qui ont l'esprit d'équipe, on va dire, et qui la mettent en sécurité. Mais oui, là, je pense, j'espère que c'est de la sidération. Emma ? Je voulais aussi intervenir sur le fait qu'elles disent qu'ils n'ont rien fait parce que c'était son dernier jour dans l'établissement. C'est pas parce que c'est le dernier jour qu'il faut pas intervenir, parce que quand on se fait harceler dans un endroit, après, même si on change d'établissement, ça va recommencer. En fait, c'est quasiment à chaque fois, même si on l'arrête pas, quand on va changer d'établissement, ça va recommencer. Et alors là, il y a aussi sur son téléphone, mais même quand il n'y a pas sur le téléphone, ça va être... Il y a ce climat de peur qui s'est installé en elle, et ça s'arrêtera pas tant que ça se sera pas arrêté. D'accord. Il faut dire aussi à ce jeune homme stop en fait. Le problème c'est que les adultes ne leur disent pas stop. Il y avait le cas je pense Catherine, c'était toi qui m'en avais parlé, d'un harceleur qui, quand on lui pose la question, mais tu voyais bien que ça faisait pas plaisir à la personne ce que tu disais, la personne n'était pas bien, pourquoi tu t'es pas arrêté de toi-même ? Pas parce qu'on m'a jamais dit d'arrêter. Et là, c'est le sentiment d'impunité dans toute sa puissance, puisqu'il y a un adulte qui fait rien, l'établissement ne fait rien parce que c'est le dernier jour. Donc en fait, le dernier jour, c'est freestyle. Vous avez le droit de ces cartes blanches, les gars, vous pouvez faire ce que vous voulez, parce que de toute façon, après, c'est les vacances. Non, parce que l'acte violent, il va rester en la personne. La personne qui a produit cet acte violent va se dire, ça passe, je peux continuer. Est-ce que je peux aller un peu plus loin, parce que je vais aller pousser la frontière de ma violence jusqu'au moment où on va me dire, stop. Et malheureusement, dans les journaux, on a des faits divers où ça a été jusqu'à des coups de couteau. Est-ce que les personnes à distance veulent réagir à ce témoignage ? Peut-être Catherine ? Oui, je veux bien rebondir sur ce que disait Karine. Justement, effectivement, alors ça remonte à quelques années. C'était pas à ce moment-là, quand on a créé le harcèlement, la parole n'était pas très libérée du côté des harcelés, mais pas non plus du côté des harceleurs. Et on avait eu la chance sur une émission de radio de pouvoir échanger avec un jeune adulte de 30 ans qui se présentait comme ancien harceleur et qui nous a clairement raconté que en fait il sentait bien que quand même il amusait la galerie par ses moqueries, par ses insultes, il sentait bien qu'il mettait mal à l'aise ses petits camarades, mais il continuait parce qu'on lui a jamais dit stop. Et c'est important de comprendre que il s'agit d'enfants, c'est-à-dire qu'ils sont en plein développement, que leur cerveau n'est pas complètement construit. Donc toutes les connexions ne sont pas là pour pouvoir se projeter, prendre conscience de ce que ça fait sur l'autre, alors que l'adulte, lui, il a un cerveau parfaitement mature qui peut faire toute cette analyse. Et donc l'enfant, pour être bien dans son développement, il a besoin de limites, d'abord parce que ça va le rassurer et surtout parce que ça va lui permettre de se structurer. Et cette structuration, s'il n'y a aucun adulte qui dit stop, s'il n'y a aucun adulte qui pose des limites, elle ne peut pas se faire. Et c'est l'escalade de la violence, malheureusement. Oui. C'est dire stop et savoir poser les limites. Ouais. Tout à fait. François, est-ce que tu veux réagir ? J'ai pas grand-chose à ajouter sur ce témoignage. Je trouvais assez pertinent ce qui avait été dit avant. D'accord. Très bien. Alors maintenant que les témoignages écrits, donc on a fait le tour des témoignages écrits, on va passer à la deuxième partie et nous allons passer à 3 témoignages assez intenses, puisque ce sont des mères, donc comme Karine, des sœurs comme Agathe, qui ont perdu des proches à cause du harcèlement, et Céline aussi.
Donc, on va commencer par Céline. On va lui laisser raconter son histoire. Et, euh, et voilà, je te laisse la parole, Céline. Bonjour à tous. Donc moi, j'ai suivi le harcèlement qu'a subi Yulan pendant de très longues années. On s'est battu, on a tout fait pour avoir de l'aide autour de nous. On a toujours eu l'impression de ne pas avoir été entendu et surtout que Yulan n'a pas été entendu à l'époque. Que ça soit parce que Yulan a subi de l'harcèlement surtout extrascolaire. Donc nous, on s'est plus rapproché du commissariat, des psychologues et tout ça pour être aidés. Et on n'a pas du tout l'impression d'avoir été entendu. Et le fait que Yolan n'était pas entendu, Yolan, quand il arrivait au collège, c'était censé être l'endroit où il pouvait être bien pour lui. Sa manière, c'était de faire passer son mal-être dans le fait de faire rire les gens, ce qui a déplu à un professeur. Et le professeur ne connaissant pas l'histoire de Yolan à l'extérieur, a commencé à humilier Yolan tous les jours. Pour calmer Yolan, pour le fait qu'il faisait rire tout le monde, comme ça l'agaçait, il a voulu l'humilier tous les jours pour le calmer, ce qui a augmenté le mal-être de Yolan. Et au fil des temps, Yolan n'a plus fait du tout confiance à l'adulte. Et que ce soit quand on allait porter plainte, parce que quand on allait porter plainte, les seules choses qu'on pouvait lui dire, c'est d'éviter les gens qui l'embêtent. Donc c'était peut-être pas les réponses que Yolan entendait. Et aussi au niveau du collège, parce qu'au niveau du collège, on n'avait même pas envie d'entendre ce que Yolan avait à dire, parce que c'était pas important, je suppose, pour eux, ce que Yolan avait à dire. Donc ça, c'est notre histoire. Et suite à ça, j'ai décidé d'écrire un livre parce que beaucoup de gens autour de nous disaient toujours, on aurait pu penser que ça arrive à tout le monde, à toutes les familles qu'on connaît, mais vous, on n'aurait jamais pensé, parce que vous êtes une famille, donc on est une famille soudée, on est une famille très ouverte, on parle à tout le monde, on ne se cachait pas de ce qui se passait avec Yolan. Et justement, je me suis dit, je vais écrire un livre où je vais tout raconter, notre histoire, parce que justement, voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive aussi à des familles comme nous, des familles peut-être à laquelle on ne s'attend pas. Et dans ce livre, je vais tout écrire, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a pas été, mais surtout pour faire comprendre aux adultes qui travaillent avec des enfants, qui ont en charge des enfants, qu'il y a des enfants qui ont de l'harcèlement au collège, mais il y a aussi des enfants qui ont de l'harcèlement à l'extérieur. Et que peut-être c'est une phrase de trop quand on travaille avec des enfants, le comportement qu'on a avec eux qui va peut-être bouleverser le reste de leur vie. Donc j'ai écrit ce livre justement pour l'offrir dans tous les établissements scolaires et aussi dans les clubs sportifs et tous les endroits où il y a des enfants qui sont entourés d'adultes pour bien faire comprendre aux adultes leur rôle à jouer aussi autour de nos enfants. Et en troisième partie, donc avec d'autres associations, on a mis des outils très bien expliqués pour aider justement les établissements scolaires ainsi que les adultes à travailler avec des enfants qui sont aussi bien harceleurs que harcelés, parce que c'est vrai, je rejoins exactement ce qu'ont dit les personnes avant, c'est qu'il faut aider les enfants harcelés, mais il faut aussi aider les enfants harceleurs. Pour ton témoignage, tu avais eu aussi, tu avais envoyé un mail à Brigitte Macron. Oui. Elle t'avait répondu? Oui. En fait, j'ai écrit un courrier à Madame Macron en lui expliquant donc un peu l'histoire de Yolan et en lui envoyant mon livre, qui m'a répondu, qui m'a dit qu'il le transmettait au ministre de l'Éducation nationale, qui lui-même m'a aussi répondu en disant qu'il allait mettre ce livre au conseil de l'académie afin qu'il soit consulté pour qu'il soit officiellement distribué, vu que nous en plus on l'offre, dans tous les établissements scolaires, et puis que ça soit un outil qui devienne un outil pédagogique. Pour vos démarches.
Et j'espère qu'il y aura des lectures organisées dans tous les collèges avec ce livre et je pense que ça serait super. On va passer tout de suite au témoignage de Agathe, donc, qui a perdu sa sœur à cause du harcèlement scolaire. Oui, en fait, c'est vrai que ma démarche est un peu particulière puisque moi, j'ai pas vécu de harcèlement scolaire. J'ai une scolarité facile. J'avais des facilités en cours, donc j'avais des bonnes notes. J'avais des amis, j'étais très entourée. J'ai vraiment traversé et le collège et le lycée et l'étude secondaire de manière extrêmement facilitée. Et à cause de ça, je n'ai pas vu que autour de moi, juste en face de moi à table tous les jours, ma sœur vivait un harcèlement scolaire. J'avais aucune idée, pourtant on était dans le même établissement, de ce qu'elle pouvait vivre parce que on voyait des sensibilisations au harcèlement scolaire, mais personne ne m'avait prévenu que quelqu'un qui a l'air d'aller bien, quelqu'un qui fait du sport, qui a des amis, qui sort le week-end, qui met des jolis robes, qui sourit, peut être quelqu'un qui ne va pas bien. Et donc, ma sœur a été harcelée tout le collège, tout le lycée. À 18 ans, le harcèlement s'est arrêté. Donc voilà, ça c'est son journal intime qui vient de s'afficher. Elle écrivait tout ce qu'elle vivait dans un journal intime puisqu'elle rêvait d'être écrivain. Donc elle travaillait énormément pour être écrivain. Mais en parallèle, il y a une souffrance qui s'est mise en place qui était extrême et qu'elle ne montrait pas. Et c'est vraiment mon combat aujourd'hui, puisque lorsque j'ai publié son journal intime, pour aider les personnes qui, comme moi, n'ont pas vécu de harcèlement scolaire et sont donc démunies, par exemple en tant que jeune parent, puisque maintenant j'ai des enfants, c'est vrai que si j'avais pas eu ce journal intime, j'aurais pas compris ce que c'était le harcèlement scolaire, pourquoi des mots au collège peuvent faire que cette personne à 21 ans, une fois que le harcèlement scolaire s'est arrêté, on arrive à se suicider. C'est quand même extrêmement violent. Et on a du mal à imaginer, lorsqu'on l'a pas vécu, comment il est possible qu'on arrive à de telles extrémités. Et donc la démarche, à l'origine, c'était simplement de partager le journal intime de ma sœur avec des familles qui vivaient un harcèlement scolaire, c'est-à-dire que leurs enfants vivaient un harcèlement scolaire et ils n'arrivaient pas à comprendre ce qui se passait, ils se sentaient démunis et donc ils m'ont demandé partage ce journal intime pour qu'on puisse un petit peu avoir des mots pour pouvoir échanger avec nos enfants. Donc je l'ai publié donc sous ce format, donc un livre qui s'appelle Le livre de Liane, qui est en fait le journal intime de ma sœur Diane, mais aussi mon parcours pour retrouver ce qui s'était passé. Donc une enquête de police, la vraie enquête avec les vrais documents d'enquête policière. Et en fait, ce qui se passe, c'est que de fil en aiguille, ce journal intime, il a aidé tellement de familles qu'il a été partagé. Donc j'ai fait une collecte de fonds sur une campagne Ulule, donc c'est un financement participatif. Ce livre est sorti et un éditeur m'a ensuite contacté en me disant il y a énormément de demandes en fait pour ce projet et on aimerait le sortir en librairie. Et donc cette année, le 8 mars pour la journée de la femme, ce livre est sorti en librairie, dans tous les Cultura, dans toutes les Fnac, et a permis de faire des sessions de sensibilisation dans les écoles. C'est-à-dire que des artistes ont repris les phrases, donc par exemple celles qui s'affichent du journal intime, elles les ont illustrées sous forme d'œuvres d'art qui ont été imprimées sur des cartes postales. Et dans les écoles, les élèves recevaient ces cartes postales et les élèves harcelés ou les élèves harceleurs pouvaient écrire un mot de soutien à une personne qu'ils ne connaissent pas. Et les élèves harcelés et harceleurs recevaient aussi un mot de soutien d'une personne qu'ils ne connaissent pas. Donc ça a été organisé avec une association, ce qui a permis en fait non seulement de faire des sessions de sensibilisation au harcèlement scolaire, mais aussi de montrer à chaque élève qui suivit ces sessions qu'il est important qu'une personne a pensé à lui spécifiquement et aussi que chez eux, ils aient donc cette petite carte postale avec une image, mais aussi avec les numéros d'urgence qui sont pas forcément communiqués et connus par tous. Et c'est assez incroyable de voir qu'en 2023, il y a encore énormément d'élèves qui ne savent pas qu'il y a des numéros d'urgence à appeler et surtout qui sont légitimes. Donc moi, je tiens un compte Instagram qui s'appelle Agathe en parle. Et sur ce compte Instagram qui s'appelle Agathe en parle, je reçois des témoignages. Et par exemple, j'ai reçu le témoignage d'une jeune fille qui a 16 ans qui me disait je me sens grosse. Alors, je ne sais pas si elle était réellement grosse parce que je n'ai pas vu de photo, mais elle me dit je me sens grosse. Tout le monde me dit que je suis trop grosse. Et les élèves en classe me piquent avec une aiguille pour me faire dégonfler. Ça fait des mois que ça dure. Et elle m'envoie ce témoignage qui est incroyablement violent. Et à la fin, elle me dit mais par rapport à ta sœur, c'est pas grand-chose. Finalement, c'est pas si grave le harcèlement scolaire que je vis. Et ça, c'est représentatif en fait de ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a énormément de jeunes qui sont victimes de harcèlement scolaire qui ne se sentent pas légitimes. Et donc, mon combat aujourd'hui, c'est de dire vous êtes légitime pour recevoir de l'aide, pour appeler ces numéros, pour vous faire aider parce que
comme le disait Catherine plus tôt, le problème, c'est que plus on attend, plus c'est difficile de parler. Et c'est ce que dit ma sœur dans son journal intime, donc le livre de Liane, c'est que, donc je vais vous lire un extrait. Elle dit: pendant les nombreuses années de mon enfer, je n'ai jamais été frappée. J'aurais bien aimé pourtant, j'aurais aimé prendre des coups, avoir des bleus et des plaies. J'aurais aimé avoir des blessures pour pouvoir les montrer au monde, en disant, en hurlant, regardez ce que je vis. Ça n'a pas été le cas. Je n'étais blessée qu'à l'âme. Et ça, en fait, c'est ce qui pose le problème de la légitimité d'énormément d'enfants, c'est que quand on n'a pas de preuves, quand il y a pas de traces que c'est un harcèlement scolaire qui est en fait une, une blessure invisible, c'est extrêmement difficile et de trouver les mots et de se sentir légitime. Et donc, ma démarche en partageant mon histoire, même si forcément c'est extrêmement dur pour moi de retrouver après coup un journal intime et de me dire, bah, je suis passée à côté en fait. La personne que j'aimais le plus au monde s'est suicidée et je n'ai rien vu pendant 7 ans. Enfin, et au-delà du choc, c'est de se dire, non seulement ça arrive à ma sœur, mais ça arrive à énormément de jeunes et ça arrive encore aujourd'hui. Et parce que ça arrive, c'est important de parler. Pour moi, la démarche, au-delà d'essayer de trouver des fonds, de faire des campagnes de sensibilisation, c'est vraiment d'aller parler à ses proches, en fait. Comme le disait Catherine au début de l'émission, lorsque les adultes vont vers les enfants, font le premier pas et disent, ben, qu'est-ce qui se passe au collège, au lycée, comment tu te sens? C'est le premier pas pour arriver finalement à déceler un harcèlement scolaire. Une victime ne va pas forcément avoir l'air d'aller mal. Et on le disait un peu plus tôt, malheureusement, euh, on a envie de garder la face en tant que victime de harcèlement scolaire. On n'a pas envie de dire, ben, voilà ce qui se passe. On a honte parfois. Et donc, ce qui arrive à ma sœur, et ça me blesse immensément de me dire que non seulement elle a vécu du harcèlement scolaire, mais elle est allée voir ses professeurs pour leur dire, attention, j'ai bien harcèlement scolaire, ça devient vraiment difficile. Elle est allée voir les avis scolaires, elle est allée voir l'infirmière en lui disant maintenant ils ont découvert que j'étais homosexuelle. Alors déjà ils se moquaient de moi à cause de mes cheveux bouclés, à cause de mon teint, à cause de mes bonnes notes. Maintenant ça devient homophobe et ça devient trop dur. Et on m'attaque sur mon identité et je n'y arrive plus. Et en fait, elle a fini par porter plainte à la police. Et comme le disait Emma plus tôt, le problème c'est que c'est des plaintes où il n'y a pas de preuves. Il y a pas de preuve. Et dans le cas de ma sœur, c'est un peu particulier parce que les élèves de sa classe ont écrit des mots, donc des lettres avec leur passeport en disant j'étais là dans la classe, j'ai vu cette personne a vécu un harcèlement scolaire. Et même comme ça, la plainte a été classée hyper vite. Et donc, ce qui est tragique, c'est de voir qu'il y a des systèmes qui sont mis en place pour aider les élèves, mais que parfois ça fonctionne pas. Alors que si les adultes autour étaient aussi sensibilisés à comprendre ce que c'est le harcèlement scolaire et à se dire c'est à nous de faire le premier pas. C'est à nous de pas attendre que la victime elle parle, mais vraiment d'aller voir. Même en tant que grande sœur, j'aurais aimé que quelqu'un en fait vienne dans une émission et me dise, ben, oui, il faut parler du harcèlement scolaire en premier. Oui, c'est extrêmement violent. Oui, ça existe et ça peut exister chez toi. Parce que juste ça m'aurait peut-être permis de comprendre que peut-être il se passait quelque chose chez moi et ma sœur serait encore là aujourd'hui. En fait, vous avez accompli les rêves de votre sœur, puisque bah, le livre, elle rêvait d'être écrivain et vous avez réalisé son rêve et bah, déjà, enfin, c'est super. Merci C'est beaucoup beau en et tout c'est beau cas. de voir le nombre de personnes que ça a aidé parce que j'ai reçu énormément de jeunes qui m'ont dit, ben, grâce à ce livre, finalement, je n'arrivais pas à dire à mes parents, je vis harcèlement scolaire, mais j'ai pu leur dire, j'ai lu ce livre, est-ce que vous avez pas envie de le lire aussi? Est-ce qu'on pouvait pas en discuter ensemble? Et c'était plus simple, enfin, pour ces jeunes en tout cas, de trouver des mots. Parce que des fois, on n'a pas de mots en fait. On a envie de dire Non, je souffre, mais c'est dur ouais, en fait exactement. de partager. Et en même temps, même si ma sœur rêvait d'être écrivain, c'était le rêve de sa vie, moi j'aurais aimé qu'elle le fasse par elle-même. Oui, bien J'aurais sûr. pas, enfin, ça restera toujours une souffrance de me dire sa vie, elle est perdue pour toujours. Et tout ce que j'aurais pu vivre, elle ne connaîtra pas mes enfants, je ne connaîtrai pas les siens. On rêvait d'aller à New York ensemble, je n'irai jamais parce que j'ai pas envie d'aller sans elle. Et donc finalement, aujourd'hui, je me dis, ce que j'ai vécu, j'ai pas envie que d'autres personnes le vivent. J'ai envie que les jeunes d'aujourd'hui qui vivent un harcèlement scolaire, ils arrivent à s'en sortir. Parce que ma sœur a subi, comme le disait François, en fait, elle est allée voir les psychologues, elle a essayé de se reconstruire, il y a énormément de choses qui sont mises en place. Mais malheureusement, si le harcèlement scolaire est trop violent, ça devient hyper dur pour la victime de s'en remettre. Donc ce qui est important, c'est que lorsque la victime dit, arrive à trouver la force de dire j'ai vécu un harcèlement scolaire, arrive à trouver la force d'aller voir les psychologues, arrive à trouver la force d'aller porter plainte, il faut qu'elle soit entendue. Et ça, c'est un problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que on a l'impression, de manière générale, que qu'il n'y a pas de réponse en fait.
qu'il y a pas de réponse, que les institutions n'entendent pas. Je dis pas que c'est le cas, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais c'est un sentiment de démotivation finalement générale sur ce sujet, alors qu'il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Et l'idée de se regrouper, par exemple avec le collectif OE, donc dont on parlait plus tôt, c'est aussi un message en disant on se regroupe parce qu'ensemble on peut faire des choses, mais on peut faire changer la situation pour faire en sorte que ces situations-là, où on se retrouve à écrire des livres avec des journaux intimes des personnes qui sont décédées et qui ne reviendront plus, n'arrivent plus. Pour ce témoignage bouleversant. Maintenant, je vais laisser la parole à Karine pour témoigner. Donc, Karine a perdu son enfant et je vais lui laisser la parole pour qu'elle raconte son histoire. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Thibaut. Je vous ai mis sa photo parce qu'il ne peut pas venir sur le plateau, malheureusement. Alors, je vais vous parler déjà de Thibaut parce que Thibaut ne se résume pas à du harcèlement scolaire. Thibaut, c'était un petit garçon plein de vie. Extraverti, sportif, curieux, taquin, mais surtout épris d'un idéal de justice, car très sensible. Il avait l'esprit sportif, il faisait du hand, il avait entamé un parcours pour devenir jeune arbitre. Il était très appliqué dans ce rôle. Il voulait devenir policier ou joueur professionnel de handball, comme Lucas Ballot ou Nicolas Karabatic. Si vous n'êtes pas fan de handball, vous n'aurez pas la référence. Cependant, en 2017, à son entrée en collège, Thibaut est rentré dans un univers de violence. Dès la 2e semaine, après la rentrée scolaire, des élèves lui ont proposé un jeu. C'était un jeu de magie. Au bout de 3, quelque chose allait se passer. Et effectivement, après le décompte, un camarade de classe lui a baissé le pantalon et s'en est suivi de la violence en réunion en lui donnant des coups de pied. Il a donc commencé... en rentrant à la maison, en fait, mon fils s'est effondré en larmes. Il m'a raconté qu'après, il était retourné en classe et avec un élève avec qui il n'avait pas d'atome crochu, on va dire, depuis la primaire, s'est moqué de lui, de ce qui venait de se passer. Et pour la première fois, mon fils lui a répondu sur le même niveau de langage. Et ce jeune homme n'a pas accepté parce que c'était lui le maître et Thibaut devait se soumettre. Mais Thibaut ne voulait pas se soumettre à cet élève. Alors celui-ci, avec ses amis, ont voulu l'intimider. Il a subi des violences physiques, des insultes sur lui et sur les membres de sa famille, des menaces de mort également. Il s'est fait frapper en réunion. Un camarade m'a raconté qu'une fois on lui a pris ses béquilles et qu'on lui a tapé dessus avec. On l'a également bousculé dans le cours de sport, ça lui a valu 4 semaines avec une attelle puisqu'il y avait une fracture du coude. Et des jeunes filles lui ont ouvert l'attelle et lui ont frappé le coude, ce qui lui a valu 4 semaines supplémentaires. Mon fils était à bout de nerfs. Il allait souvent à l'infirmerie pour des maux de ventre et de tête. Il faisait des insomnies et il hurlait pendant la nuit. Thibaut avait demandé une médiation avec cet élève, mais son harceleur avait clairement exprimé que Thibaut devait quitter la classe et il voulait que, pour cela, on fasse un vote à main levée. On a emmené Thibaut voir des spécialistes médicaux afin de le soulager, antidépresseurs, psychologues. Et durant la conversation avec le médecin, on a appris que Thibaut avait déjà fait une tentative de suicide. Il avait mis un oreiller sur sa tête pour s'étouffer. Et sa sœur l'a vu et du coup il s'est arrêté. On a interpellé du coup l'établissement scolaire pour dire que là, mon fils n'allait vraiment pas bien. Le 5 janvier 2018, Thibaut se fait de nouveau baisser le pantalon et il a un sentiment d'injustice qui lui est insupportable. Toujours en janvier 2018, Thibaut est agressé en réunion dans le réfectoire et est menacé de mort. Les agresseurs étaient également dans le bus, donc ils subissaient aussi de la violence en dehors de l'établissement scolaire. Et du coup, il a décidé de changer de bus pour arriver en haut de notre ville, mais il devait passer devant un parc et les harceleurs l'ont attendu et l'ont coursé jusqu'à la maison où j'étais présente. Mon fils est rentré à la maison, il était complètement paniqué et essoufflé.
Au collège, l'enfer est continu. Il subit de la violence physique dans le bus, dans la cour de récréation, dans la classe. Il est victime de rumeurs et d'humiliations. On le change d'établissement scolaire. Et avec la psychologue, on lui réapprend à se faire des amis parce qu'il avait perdu toute notion de, je sais pas comment on appelle ça, de socialisation. Et pour permettre de se reconstruire. Il avait perdu tous ses repères et ses amis dans le nouvel établissement. Et en même temps, à la maison, il n'osait pas sortir puisque les harceleurs habitaient la ville où on habitait. Il n'osait même pas aller chercher le pain. Du coup, on avait peur pour lui, donc on a décidé de déménager à 600 km de là où on habitait. La rentrée scolaire dans le nouveau collège est difficile. On l'appelle Thibaut le sans amis, et mon fils se fâche avec un membre de son groupe de Yu-Gi-Oh! Dans la nuit du 20 novembre 2018, Thibaut a pris la décision de quitter définitivement la partie. Il a pris l'irrémédiable décision de se mettre hors jeu. Il s'est pendu à une poutre de la maison. Il a confectionné sa corde avec la ceinture de son peignoir et une cravate. Mon mari l'a découvert au matin. Il a dû le décrocher et m'a contacté pour m'annoncer au téléphone la mort de notre fils. Le monde s'est écroulé. Ma vie s'est arrêtée. À chaque coup de téléphone, je leur demandais d'appeler les pompiers pour réanimer mon fils, mais il était déjà trop tard. À mon arrivée, je suis montée dans sa chambre. J'ai ouvert la porte. Je l'ai refermée aussitôt. Le corps de mon fils, sur son lit, était pour moi une réalité inconcevable. J'ouvre une nouvelle fois la porte. Je m'approche. Et mon bébé est froid. Son visage est vide. Je lui caresse les cheveux. Je ne suis que douleur, tristesse. Je ne pense qu'à une chose, sauter par la fenêtre. Je veux le rejoindre. Je ne peux pas vivre sans lui. Pourquoi lui? Pourquoi nous? Je caresse sa tête et là, une nouvelle horreur. Je sens le renfoncement sur son cou. C'est la réalité qui me rattrape. Mon fils est mort. Mon fils était tellement malheureux qu'il a préféré se pendre. Il a pris le temps de fabriquer l'objet de sa mort. Comment peut-on enterrer son enfant? A-t-on le droit de continuer à vivre alors que son enfant s'est donné la mort? Nous sommes anéantis. Nous sommes que l'ombre de nous-mêmes. Cette année sera la 5e année sans lui. Thibaut aura 12 ans éternellement. Son départ a été un véritable tsunami. Il n'y a pas de mots assez puissants pour expliquer cette douleur. Chaque jour qui passe, on doit gérer notre tristesse pour continuer à survivre. Pour notre fils, on reste debout, la tête haute, on continue à raconter son histoire. Pour que plus jamais ça. Chaque nouvelle victime nous renvoie dans notre douleur et à l'injustice face à ce fléau. Thibaut a eu le courage de dénoncer ce qu'il subissait. Il vivait sa scolarité la peur au ventre. C'est lui qui a dû changer d'établissement et de classe. Thibaut était un enfant volontaire. Nous l'avons accompagné de tout notre amour et notre fierté. Cela n'a pas suffi. Sa souffrance venait de l'extérieur. Il a mis fin à ses jours car il ne voyait plus d'issue. Pour nous, le combat de Thibaut continue. Demander la remise en place d'une procédure globale de prise en charge des harcelés et des harceleurs. Éviter que de telles situations se reproduisent. Pour ce faire, on s'est formé afin de développer dans les établissements scolaires un outil de prévention, afin de limiter au maximum les violences entre jeunes. Nous et nos soutiens mettons en place des événements afin de sensibiliser au harcèlement scolaire. Je peux terminer. Chacun d'entre vous peut faire quelque chose. Dénoncer des comportements anormaux, c'est aider. Apporter un geste amical à quelqu'un, c'est aider. Parler, c'est aider. Ne pas rire ou ne pas liker quand quelqu'un se fait vanner, c'est aider. Dire non, c'est aider. Merci. Merci beaucoup, Karine. Merci beaucoup pour ce témoignage poignant et horrible.
Euh, je... On va passer bientôt à la session questions-réponses. Donc j'espère que vous avez plein de questions à nous poser et que ça va être un beau débat à la suite de la conclusion de Catherine qui va nous faire une conclusion assez rapide, j'espère, parce que on dépasse déjà le temps. Donc voilà, on t'écoute Catherine pour la question suivante. Quels sont les outils qui existent en ligne pour s'en sortir? C'est difficile de parler après toutes ces histoires dramatiques. On peut juste conclure en disant que du harcèlement scolaire, ça signifie beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance. Alors, si ceux qui nous écoutent se sentent en souffrance et n'ont pas à leur côté quelqu'un qui peut leur apporter une réponse efficace, au moins on peut soulager la souffrance. Et pour ça, il y a un numéro en ligne qui est le 3114, 3114.fr, au moins pour mettre un terme aux idées suicidaires. Donc si vraiment des personnes sont en souffrance, connaissent un ami en souffrance extrême, eh bien 3114.fr. Et puis l'autre conclusion que j'ai envie de faire, c'est que tous ces harceleurs, leur volonté, même inconsciente, est de vous isoler. Alors le mot d'ordre, c'est de ne pas rester seul, même si vous ne savez pas quoi dire, même si vous n'avez pas les mots. Eh bien, il vous suffit peut-être juste de contacter par les formulaires de contact une association d'aide aux victimes de harcèlement. Elles comprendront. Vous n'avez pas besoin d'expliquer ce qui se passe pour vous. Simplement les contacter. Ces associations d'aide aux victimes, vous les trouvez sur la page Facebook des Outsiders. C'est la carte de France contre le harcèlement scolaire. Ils ont répertorié toutes les associations d'aide aux victimes qui se trouvent en France. Et même si une association n'est pas proche de chez vous, elle vous aidera. Merci beaucoup Catherine pour cette conclusion. J'espère qu'elle va en aider plus d'un et que tout le monde pourra aller prendre les renseignements. Clara, est-ce que tu veux bien m'afficher le retour des questions-réponses, s'il te plaît? Alors, on a quelques questions. Alors, la première question. Question pour les deux jeunes qui témoignent. Qu'est-ce qui vous a donné la force de parler ? Qu'est-ce qui vous pousse à témoigner aujourd'hui ? Bravo. François, tu peux répondre à cette question ? Alors moi, ce qui m'a donné la force de parler, je dirais que c'est d'avoir la conscience que mon entourage familial était très bienveillant. Donc forcément, moi, c'était pas si difficile d'ouvrir une discussion avec eux, mais aussi le fait de ne pas supporter autant de souffrance et d'avoir vraiment besoin de décharger un peu le poids du harcèlement sur les gens, d'être soutenu, quoi. D'accord. Emma, qu'est-ce qui t'a donné le courage de venir ici ? Pourquoi aujourd'hui je témoigne ? Parce que je veux pas qu'il y ait... Il y en a encore, mais j'aimerais qu'il y ait plus de victimes, qu'enfin ce soit pris en compte, qu'il y ait des actions concrètes menées par l'éducation nationale, par la justice, qu'il y ait aussi un réel accompagnement des victimes et des harceleurs et apporter du soutien à toutes les victimes de harcèlement pour qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules, parce que c'est important. Merci beaucoup. Je passe tout de suite à une autre. Encore une triste actualité récemment. Qu'est-ce qu'on peut dire si le harcèlement scolaire... Est-ce qu'on peut dire si le harcèlement scolaire va cesser un jour ? Est-ce que quelqu'un veut répondre ? Karine ? En fait, c'est à nous de jouer. C'est à vous de jouer ? C'est à nous de jouer, ouais.
C'est à nous de jouer. C'est à nous tous de jouer en fait. Pour que le harcèlement scolaire change, il faut qu'on se mette tous autour d'une table, créer une certaine synergie, et je pense que c'est possible. On arrive à le faire localement. C'est-à-dire que sur la ville de Corbeil-Essonnes, par exemple, on a réussi à mettre une vraie synergie entre les établissements scolaires qui vont du primaire jusqu'au lycée, avec la municipalité qui prend en charge aussi des heures auprès du psychologue pour les harcelés et les harceleurs. Je pense que si tout le monde se donne les moyens, et aussi au niveau de l'éducation nationale, qu'on mette enfin en place ce qui se fait dans les pays du Nord ou au Canada sur l'éducation par le développement de l'empathie, sur la covivence, je pense qu'on peut réduire un maximum et éviter que le harcèlement s'installe. Les interactions négatives, il y en aura toujours, mais si on apprend à les gérer et si on apprend à nos enfants à vivre en société normalement, et c'est à nous d'être vigilants, parents, enfants, et pouvoir mettre enfin en place dans les établissements scolaires et dans les classes le vrai esprit d'équipe. On gagne ensemble, on perd ensemble, on avance ensemble. Ça rejoint un peu cette question. Est-ce que vous trouvez que les pouvoirs publics sont à la hauteur des enjeux de ce grave fait de société ? Et ils semblent fort concernés pendant leurs interventions dans les médias, mais est-ce qu'il y a du concret ? Vas-y Emma. Alors, il y a aujourd'hui, que ce soit au niveau du gouvernement, tout ça, ils font beaucoup d'annonces dans les médias, mais au final, derrière, il n'y a rien. Il y a le programme phare qui a été mis en place, mais déjà, c'est que dans les écoles primaires et les collèges, donc au lycée, il n'y a rien. Et dans les écoles maternelles, où pourtant il y a déjà du harcèlement scolaire, il n'y a rien non plus. Et ce programme, il n'est pas connu de tous, même peu connu. Et il y a très peu de transparence sur ce programme. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment en quoi il consiste. Et ils ne sont pas vraiment formés. C'est déjà un début, mais ce n'est pas assez. Est-ce que quelqu'un à distance veut réagir à ces questions ? Oui, Catherine, je te laisse la parole. Oui, évidemment, on peut saluer ce qui est fait, c'est évident. D'un autre côté, est-ce qu'on pourrait estimer ne rien faire du tout ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que les pouvoirs publics ne sont pas pris encore la conscience du drame de santé publique que constituent les conséquences du harcèlement scolaire. Donc là, il y a encore vraiment, c'est le gros manquement. C'est sûr qu'il y a le programme phare, c'est sûr que des choses sont mises en place de façon très localisée. Pour autant, rien n'est encore mis en place du point de vue de l'envergure nationale en matière de récupération de la santé, que ce soit chez les victimes ou les auteurs. Donc là, c'est vraiment encore un manquement qu'il faut travailler. Et on y travaille. Quel dispositif conseillez-vous à une personne qui est enfermée dans une situation de harcèlement ? Y a-t-il des choses qui ont fait leur preuve ou chaque situation a une réponse spécifique ? Merci à vous de prendre la parole sur ce sujet. Emma ? Alors, chaque situation de harcèlement a une réponse spécifique parce que tous les cas de harcèlement sont différents et chaque personne est différente. Donc, il faut une réponse adaptée à chaque enfant, chaque élève victime de harcèlement scolaire. Après, quel dispositif contacter les associations, comme Catherine l'a dit tout à l'heure. Une association, même si elle n'est pas près de chez nous, ils peuvent nous aider. D'accord, donc même par téléphone, contacter vraiment, se renseigner sur des associations qui existent, les contacter, même si elles ne sont pas dans notre ville, elles pourront toujours nous aider. En plus, maintenant, la visioconférence, elle se développe énormément. Là, on fait l'émission en visioconférence. C'est des gens qui Nous, on est à Paris et ceux à distance, il y en a un de Bretagne et d'autres dans toute la France. Donc, c'est plus facile maintenant de parler à des gens, même si on n'est pas à côté. Donc, ne pas hésiter à contacter les associations pour en parler. Et moi, ce que je conseillerais également pour les parents qui voient leurs enfants victimes de harcèlement, c'est de commencer un écrit, en fait. C'est-à-dire, tel jour, il s'est passé ça, et ça a eu telle conséquence, et surtout marquer la conséquence, en fait, de l'impact des faits. Parce que chaque enfant a son caractère, a son vécu, a son histoire, et une insulte qui va passer au-dessus de quelqu'un,
en tout cas plus au-dessus que pour d'autres, la sensibilité de cette personne, elle, ça va être vraiment impactant. Donc à chaque fois, je leur dis, il y a les dates, faits, témoins, essayez d'être au maximum précis, parce que quand on vient dans un établissement scolaire et on dit il se fait souvent harceler, souvent pour eux c'est pas le même souvent que pour vous. Donc malheureusement c'est à la victime de montrer la répétition en fait, et de montrer la dégradation des conditions de santé. Donc je leur dis il faut tout passer à l'écrit, et surtout communiquer avec l'établissement scolaire par écrit, c'est important. Et quand vous communiquez par Pronote, faites des imprimes écran. Ça arrive que des fois Pronote bug et qu'on perde tous les échanges. Donc vraiment, moi je pense qu'il est important aux parents de la culture de l'écrit, quoi. C'est hyper important. Et ensuite, oui, aller voir aussi son médecin. Parce que son médecin, il va pouvoir aussi poser des mots MOT sur les mots MAUX. On a beaucoup mal au ventre, on a beaucoup mal à la tête. On va traiter le mal de ventre, on va traiter le mal de tête. En tant que parent, on n'a pas envie de se dire mon enfant est harcelé. On n'a pas envie de voir cette réalité-là. Et donc, des fois, du coup, aller voir son médecin, vérifier le taux de cortisol dans le sang pour vérifier l'état de stress de l'enfant. Tout ça, ça peut être aidant. Et en plus, entourer l'enfant, du coup, oui, je te crois. Et pas lui dire, mais t'es sûr, tu lui as rien dit ? Qu'est-ce qui a pu faire que c'est ton comportement qui a généré ça ? C'est hyper dur. Déjà que c'est dur ce qu'il vit, alors si en plus on remet sa parole un tout petit peu en cause, c'est encore plus difficile. C'est comme quand on dit à une femme qui se fait frapper à la maison, mais qu'est-ce que tu as fait pour le mettre en colère ? C'est pas possible. Et quand on nous dit, oui, le harcèlement, c'est pire maintenant parce qu'il y a le cyberharcèlement, je connais pas beaucoup d'enfants qui claquent la porte de l'établissement scolaire et qui se disent le harcèlement est derrière moi, comme une femme qui se fait je suis désolée pour ce comparatif, mais comme une femme qui se fait battre à la maison, elle va claquer la porte de la maison pour aller au travail, elle va pas se dire ça va mieux. J'essaye de faire des comparaisons malheureuses peut-être, mais de toute façon les deux situations sont malheureuses. J'ai une autre alors cette fois c'est une affirmation. Donc vous savez, on diffuse cette émission dans un collège, et le collège tient à nous dire que l'émission est intéressante pour les élèves ambassadeurs. Donc ils nous disent ici au collège, nous essayons de ne rien diluer ni étouffer, bien au contraire. Eh bien écoutez, c'est génial. Si tous les collèges pouvaient s'investir dans cette cause et trouver des solutions, et ce serait génial. Et j'espère que cette émission, elle va être diffusée dans beaucoup de collèges pour qu'il y ait une prise de conscience vraiment collective, et que cette émission soit diffusée également sur YouTube, Twitch, pour créer une vraie communauté sur les réseaux sociaux, et créer vraiment une force positive sur les réseaux sociaux pour que du coup il y ait une vraie communauté de soutien pour les jeunes qui sont harcelés. J'aimerais peut-être que Karine et Emma disent le mot de la fin, puisque vous êtes en plateau. Qu'avez-vous pensé de cette émission ? Qu'avez-vous à dire aux personnes qui nous écoutent là, dans le collège ? Et on terminera là-dessus. Déjà, merci. Merci d'avoir fait cette émission, parce que je pense qu'il est hyper important de voir pour nos jeunes qui ne sont pas tout seuls, malheureusement. Et surtout que, en fait, il y a des solutions. Il y a des solutions, et il y a des gens qui sont investis. Et merci à tous ceux qui ont envie de s'engager dans ce combat. C'est un combat, et il faut rien lâcher, parce que du coup quand on passe de l'autre côté, il n'y a pas de retour en arrière. Donc la résonance du harcèlement, vous l'avez vous aussi, mais ça impacte l'ensemble de la famille. Et quand on dit une prise en charge de la victime, des fois il faut aussi prendre en charge du coup les parents et les frères et sœurs. Donc dites-vous que même si vous souffrez, vos parents, ils ont conscience que vous avez un changement d'attitude, qu'ils vont peut-être pas assimiler tout de suite au harcèlement scolaire, mais un parent préfère savoir plutôt que d'imaginer. On a une imagination plutôt débordante. Voilà. Merci beaucoup, Karine.
Emma? Alors, merci parce qu'effectivement, il y a peu d'établissements aujourd'hui qui s'investissent dans ce combat. Et ce que je veux dire, c'est aussi regarder autour de vous parce que des fois, un mot, un geste, ça peut aider. Et à tous les élèves qui sont victimes aujourd'hui de harcèlement, vous n'êtes pas seuls. Il y a d'autres personnes qui sont comme vous et il y a des gens qui sont là pour vous aider. Alors, essayez de contacter des associations, même si c'est pas facile. Et il y aura toujours quelqu'un pour vous soutenir. Merci beaucoup Karine, Emma. Je souhaiterais remercier toutes les associations qui sont derrière moi à l'écran. Donc l'association Élève ta voix, donc Karine, Parle je t'écoute de Nicoletta, l'association Marcellement de Catherine et l'association Elias qu'on voit un peu. Voilà, toutes ces associations nous ont aidés en amont à préparer l'émission et c'est grâce à toutes ces associations qu'on l'a montée et qu'on peut parler aujourd'hui devant vous. Et écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était un plaisir de diffuser cette émission dans votre collège et voilà, j'espère à bientôt pour d'autres sujets et d'autres sujets qui concernent le harcèlement, mais sur d'autres thématiques, parce que là on a vu les outils, donc vraiment parler aux associations, ne pas hésiter à les contacter, voilà. Et dire stop aussi, savoir dire stop et voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.